Hello, je vais attendre quelques instants pour voir s'il y a du monde qui me rejoint ou si je vais parler toute seule peut-être. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous parler du syndrome de l'imposteur ou du critique intérieur. Je pense que le syndrome de l'imposteur, c'est qu'une des conséquences. Hello Karine, bienvenue. Le syndrome de l'imposteur ou le sentiment d'illégitimité sont plutôt des conséquences en fait de ce critique intérieur, donc c'est de ça que j'avais envie de vous parler parce que évidemment que comme je pense quasiment tout le monde, j'y suis sujette. C'est pas voilà, je ne suis pas immunisée contre, mais j'essaie de ne pas me laisser abattre par cette sensation et je vais vous expliquer un peu ce que je fais en général. Euh, les demandes à participer à la vidéo en direct ne vont pas être ne vont pas être acceptées. Je suis désolée pour vous. Sauf si non, je crois pas aujourd'hui en tout cas. Voilà, j'avais envie d'en parler parce que la semaine dernière déjà alors j'allais dire lu, mais en fait je ne l'ai pas lu parce que je l'ai écouté. J'ai écouté le livre de comment il s'appelle, j'oublie son prénom, mais son nom de famille c'est Agraval, Niki Agraval, qui est en fait la fondatrice de plusieurs entreprises, des entreprises qui en plus parlent beaucoup de questions tabous, puisqu'en fait c'est la créatrice de Thinx, qui est une marque de sous-vêtements de règles. Donc peut-être que vous en avez entendu parler. Elle a créé également une marque de bidets nouvelle génération qui s'appelle Hello Tushy. Donc c'est une américaine en tout cas. Enfin non, elle n'est pas américaine, elle est canadienne. Elle vit aux États-Unis, mais c'est une descendante d'immigrants japonais et indiens. Son père, il me semble, est indien et sa mère est japonaise. Et j'ai lu son livre, en fait, qui s'appelle... Enfin, pas lu, écouté. C'est très bizarre pour moi, c'est la première fois que ça m'arrive d'écouter un livre. J'ai écouté donc son livre qui s'appelle Disrupt Her. Et elle parle de ce sentiment d'illégitimité. Et du coup, ça m'a fait un peu réagir sur la façon dont elle en parlait. Elle parle, en fait, de hater intérieur, donc de haineux intérieur, et de lover intérieur, donc d'amoureux intérieur, ou d'amoureuse intérieure. Et ça a beaucoup résonné pour moi parce que c'est vrai que c'est une façon en fait aussi que j'ai moi de travailler quand j'ai cette petite critique qui commence à se lever. Et il faut pas croire, c'est assez régulier, hein, c'est vraiment... je pense qu'en tant que femme, on est particulièrement sujette à cette question d'illégitimité, syndrome de l'imposteur, parce que socialement, en fait, on n'a pas eu forcément cette place publique, cette possibilité de prendre position face à tout le monde, de donner notre avis, d'être sûr qu'on ne dit pas de bêtises. On a été très souvent depuis l'enfance, on nous a fait comprendre qu'on n'avait pas raison, ou on nous a mis en tête qu'on ne savait pas et qu'il fallait laisser les sachants parler. Euh, je pense que dans mon enfance, j'ai plein de choses comme ça, où très rapidement, à 6 ans, je savais déjà en gros que je ne savais rien. Euh, on le fait particulièrement avec les petites filles. Quand on regarde les recherches sociologiques, très clairement, une petite fille de 6 ans a déjà intégré qu'elle est moins intelligente, moins forte qu'un garçon. Donc c'est vraiment très triste quand on se dit qu'une petite fille de 6 ans pense déjà ça. Donc qu'est-ce que ça va être pour une femme qui a passé toute son enfance à croire qu'elle était moins intelligente, moins forte, euh, moins capable finalement qu'un homme. En fait, on se construit avec cette croyance qu'on ne sait pas, qu'on n'est pas capable et qu'il faut tout le temps se mettre en doute, tout le temps se mettre en question. Ouais, c'est permanent. Et la société en fait a été construite pour que finalement on n'ait que des référents masculins. Quand on regarde ma génération en tout cas, on avait très peu de modèles féminins qui étaient visibles, qui parlaient, qui donnaient leur avis, quelques femmes politiques, mais bon, pas non plus tant que ça.
Donc aujourd'hui, il y a un peu plus de femmes qui sont visibles et c'est tant mieux et heureusement qu'on est en train de déconstruire ça et qu'on s'autorise, mais c'est pas si simple. Et notamment quand on a une trentaine d'années, parce que justement on a eu toute cette construction et qu'on est en train de déconstruire les choses. Les générations qui viennent auront peut-être cette chance finalement d'arriver avec cette déconstruction déjà en place dans la société, ou en tout cas en se posant des questions totalement différentes et en se disant qu'elles ont le droit, qu'elles peuvent, qu'elles sont tout à fait capables, et c'est génial. Euh, mais vraiment, je pense qu'on a eu très peu de références, de modèles. Donc quand on est une femme, quand on est une femme noire, caribéenne, on en a encore moins. Donc vraiment, je crois que il y a très peu de femmes qui me ressemblent, qui apparaissent sur la place publique, qui prennent position, qui agissent. Il y en a très très peu. Du coup, en général, je suis très admirative de les voir. Je pense notamment à Christiane Taubira ou même aux États-Unis où elles sont un peu plus présentes, Michelle Obama, évidemment. Mais en France, c'est le néant. Et ce néant fait qu'on ne peut pas se permettre finalement de se projeter et de s'imaginer comme étant une de ces femmes qui prend position, une de ces femmes qui agit dans la société, une de ces femmes qui décide, et que quand on se met à vouloir faire des choses, ben en fait on est tout le temps en train de se questionner sur notre capacité, notre légitimité à le faire, et qu'en plus on a toujours des personnes qui vont gentiment venir nous mettre le doute. Bien sûr, c'est toujours bienveillant, c'est toujours pour notre bien, c'est toujours pour nous protéger, c'est toujours un peu la peur que nous, on se fasse mal. Mais c'est justement ça le problème, c'est qu'en tant que femme, en fait, on est élevé avec la peur, on est élevé avec cette idée qu'on va se faire mal, qu'on va se blesser, qu'on va être agressé, qu'on va nous faire du mal. Et en fait, tout ça a tendance à nous faire rentrer à l'intérieur. Alors je ne dis pas que ça n'existe pas, parce que très clairement, la violence dans la société, elle est particulièrement dirigée contre les femmes. Il suffit de regarder, si vous voulez voir, le compte Nous Toutes, qui par exemple recense tous les décès de femmes sous les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons. Il y en a eu 97 depuis le début de l'année. La violence est présente, c'est-à-dire que clairement notre société est violente envers les femmes et donc forcément on peut s'en inquiéter, mais pour autant ça ne devrait pas nous empêcher d'agir, ça ne devrait pas nous empêcher d'être présentes, parce que c'est justement plus il y aura des femmes qui vont agir, qui vont être présentes, qui vont prendre des décisions, qui vont exercer leur pouvoir, pas seulement à l'intérieur de leur espace privé, familial, mais aussi pour l'ensemble de la société, qu'on va réussir aussi à renverser les choses, à que nos besoins soient pris en compte, qu'on arrive peut-être à une société moins violente, à une société plus équitable, à une société qui nous ressemble plus. Pas que des femmes d'ailleurs, des personnes de couleur, des personnes handicapées, des personnes transgenres ou homosexuels, enfin vraiment pour avoir une société qui nous représente, il faut que nous, on se décide à dépasser nos peurs, à prendre la parole et qu'on se batte contre ce critique intérieur, ce cher critique intérieur qui naît, qui grandit avec nous. Moi j'ai réalisé souvent que ce critique intérieur c'est un rappel des voix de mon enfance, donc c'est des critiques que j'ai pu entendre petite ou même ado, et qui se sont transformées et finalement j'ai intériorisé et je me les fais toute seule. Donc je n'ai plus besoin qu'on me dise que je ne vais pas y arriver, puisqu'en fait c'est intégré, ça a été enregistré et mon mental l'a enregistré. Et donc il va le ressortir tout seul. Donc je ne sais pas si c'est le cas pour vous, vous pouvez me dire, n'hésitez pas à réagir dans la vidéo. Mais vraiment, j'ai réalisé déjà qu'il y a ça, que ce critique intérieur, il a une existence qui n'est pas une existence présente, mais qui est liée au passé. Donc ce qui va revenir, ce sont des résurgences du passé. Et donc il va falloir en fait se battre contre quelque chose qui souvent n'a pas eu lieu, qui est juste une personne qui a fait une remarque en passant, qui n'a même pas eu conscience de l'impact que sa remarque pouvait avoir sur nous. Alors parfois c'est pas toujours le cas, mais il y a aussi des choses qu'on a juste intégrées et qui sont devenues des croyances, oui en effet des croyances qu'on a, qui se sont fossilisées à l'intérieur de nous. Donc en général, ce genre de choses, j'essaie de voir d'où ça vient. C'est la première chose que je vais chercher à faire, c'est d'où ça vient. Qui m'a transmis ça? Parce que en sachant si ça m'a été transmis,
soit par une phrase, soit par une action, soit par une situation qui a eu lieu, ça me permet en fait de voir si ça m'appartient ou pas. Et si ça ne m'appartient pas, je peux décider que ça s'arrête en fait là. Que à partir de cet instant, dès que je retrouverai cette croyance, cette limite, cette critique, ben en fait, je vais prendre le temps de réaliser que c'est une critique que je me fais parce que à un moment quelqu'un m'a dit ça et qu'en fait ce n'est pas vrai. Donc prendre le temps donc de repérer d'où ça vient, repérer qui l'a transmis et décider que ça s'arrête là et que cette personne en fait sort de notre tête en quelque sorte. Une autre chose que j'aime bien, et ça pour le coup c'est vraiment Mickey Agraval qui m'a fait remarquer que j'avais tendance à faire ça, c'est que je les nomme mes critiques intérieures, parce qu'il n'y en a pas qu'un, en fait ils vont tous avoir des voix différentes puisque ce sont des personnes différentes qui me l'ont passé. C'est leur donner des noms et donc leur dire ben non ça s'arrête là, et discuter avec eux. Écrire parfois aussi avec eux, leur poser des questions. Donc les nommer. Et elle, c'est très intéressant parce qu'en fait, elle parle d'être son gardien, le gardien en fait du château, en quelque sorte. Considérer que notre mental est un château et qu'on en est le gardien. Et donc on a ce devoir de protéger ce qui rentre. Et donc on fait les vérifications à l'entrée. Donc si on fait les vérifications à l'entrée, on reconnaît. Oui, il y en a beaucoup. Souvent, il y en a beaucoup, en effet. Parce qu'en fait, on n'intègre pas des croyances que d'une seule personne. Ça peut être la petite phrase de la maîtresse du CP, ce que notre frère nous a dit quand on avait 12 ans, les parents qui, à un moment, se sont inquiétés et nous ont transmis des choses encore. Donc, on intègre plein de choses. Un enfant, c'est une éponge. Donc, et à 6 ans, globalement, on a intégré déjà beaucoup de choses qui vont se développer, qui vont se fossiliser, qui vont grandir et qu'on va faire nôtre, alors qu'en fait c'est quelque chose qui nous a été transmis, qui n'est même pas notre expérience, mais qui est le résultat de l'expérience peut-être d'une personne avant nous, des générations parfois avant nous. Et donc il n'y a plus de raison en fait d'avoir cette peur ou d'avoir cette inquiétude ou d'avoir ce doute, mais ça a été transmis et du coup ça grandit. Donc je vous disais, Mickey Agraval parle du fait qu'on est notre propre gardien du château. Je ne crois pas qu'elle parle de château, mais bon, pour vous donner une idée. Donc, on fait en fait la vérification à l'entrée, un peu comme la douane. Et du coup, ça veut dire que si je vois passer cette critique ou cette pensée, je peux lui dire non, tu ne rentres pas. Donc en réalité c'est un exercice de pleine conscience. Donc c'est pas juste, ça a un côté un peu jeu aussi parce qu'on peut leur donner des noms. C'est ce qu'elle conseille de faire. Et donc imaginons que cette pensée qui dit que bah, tu devrais pas parler en public parce que tu ne dis que des bêtises, ma pauvre. Bah, cette petite pensée qui m'arrive d'avoir par exemple, bah en fait si je décide de l'appeler Judy et que Judy arrive, je peux lui dire non, on va pas, aujourd'hui tu ne rentres pas. Donc c'est juste prendre conscience que Judy est arrivée, que cette pensée est arrivée et que je peux décider de ne pas la laisser s'infiltrer plus et de ne pas tirer le fil en fait de cette pensée. Donc ça c'est une chose. Souvent moi je vais plutôt conseiller aussi quand on a conscience que la pensée arrive d'aller aussi dans le corps, de par exemple changer de position, de trouver un geste qui va nous faire réaliser que prendre conscience en fait, parce que c'est pas juste j'ai pensé dans ma tête qu'il y a ce truc, mais c'est aussi j'en ai pris conscience, donc trouver un geste qui va nous permettre de le sentir dans le corps, ou un mouvement qui va nous permettre de le sentir dans le corps et qui va du coup être un rappel que voilà, la pensée c'est une pensée négative, qu'on n'a pas forcément envie qu'elle s'intègre plus et qu'elle prenne plus de place aujourd'hui. Mickey Agraval est très marrante parce qu'elle dit aussi qu'on peut prendre rendez-vous pour discuter. Donc dire à Judy, alors aujourd'hui ça ne va pas être possible, mais je te propose que tel jour à telle heure on se revoit, et donc se programmer une session de compréhension en fait, pour creuser finalement cette critique ou
cette sensation, cette insécurité en fait quelque part. Donc prendre le temps de creuser pourquoi on a cette insécurité, ce doute, cette question. Donc ça te permet en fait de pas juste faire tu dégages, parce qu'en réalité elle va revenir. Si on ne traite pas les choses, ça va revenir. On n'est pas, on n'a pas de, enfin, ça sert à rien de cacher les choses et de se dire que ça n'existe pas. À un moment ou à un autre, il faudra faire face et il faudra décider en fait de ce qu'on en fait. Donc, pourquoi pas prendre rendez-vous et discuter avec cette insécurité, cette critique et voir bah, d'où ça vient, qu'est-ce qui nous a provoqué ça, comment on peut faire en sorte qu'elle ne revienne pas, ou comment on fait pour ne pas la nourrir, comment on fait peut-être pour nourrir des pensées inversées, donc des pensées positives et qui vont plutôt nous rassurer, qui vont plutôt nous porter. Moi souvent ce que j'aime aussi faire, c'est me rappeler des choses dont je suis fière. Et ça pour le coup c'est quelque chose qui m'aide beaucoup quand je suis en train de penser que je ne suis pas légitime, que je ne suis pas sûre d'avoir quelque chose à dire. Je me souviens des fois où j'y suis arrivée, des fois où j'ai fait des choses et où ça a marché et dont je suis fière. Et souvent ce qui m'arrive aussi, je crois que l'univers me soutient vraiment très sincèrement et j'ai souvent des preuves parce qu'en réalité quand je suis dans les plus gros doutes, c'est souvent ces jours-là que je reçois un petit message sorti de nulle part d'une ancienne cliente qui me dit merci ou qui m'annonce une chose sympa, qui me partage sa joie. J'ai adoré, j'ai eu la semaine dernière 2 clientes une qui m'a fait un message en me disant je te partage ma joie parce qu'il s'est passé ça, et l'autre on a commencé la session et elle m'a dit je suis trop contente, il s'est passé ça. Donc ça aussi, ces moments où j'ai des retours positifs, soit de mon activité ou simplement de mes clientes qui sont heureuses de partager des choses avec moi, ça me rassure. Et donc, j'essaie de me rappeler des choses qu'on me dit qui sont sympas. Et alors, je les note pas, même si je conseillerais peut-être de se faire un petit dossier ou de noter les choses parce que ça permet de les relire. J'ai une bonne mémoire, mais du coup, il y a quelques phrases qui restent surtout et qui m'aident. Euh, Dernièrement, sur mes plus gros moments de doute, j'ai une copine qui m'a dit un truc absolument génial, qui m'a dit que de compter le nombre de personnes que j'avais aidées, et je l'ai fait, et ça m'a vachement aidée, parce que tout d'un coup, il y avait la force du nombre, qui me disait, ben oui, tu l'as fait, et sur toutes ces personnes-là, bah, la grosse majorité est plutôt contente, en fait. J'ai des personnes qui sont très heureuses d'avoir travaillé avec moi. Donc, sur ces moments de doute, en fait, ça fait vachement de bien de compter, d'avoir des données. D'avoir des données, donc que ça soit des données qualitatives, donc des retours positifs, des personnes qui disent des choses sympas de nous, ou quantitatives de ce qu'on a fait. Donc, pensez à noter ce dont vous êtes contente, fière, ce que vous avez réussi à faire, ce que vous avez lancé. Ayez ce tableau physique ou mental de vos réussites. Parce que ça aussi, quand en général on se met à douter, on est complètement déconnecté de ce qu'on a réussi à faire déjà. On oublie en fait. On est tellement concentré sur ce qui pourrait mal se passer que en fait on oublie tout ce qui s'est bien passé et tout ce qui aujourd'hui nous permet de nous tenir devant les gens en disant voilà je vais faire ça aujourd'hui et j'en suis capable. Donc prenez vraiment ce temps de vous rappeler les choses que vous avez su faire. Ça me fait penser aussi à une chose que alors dernièrement c'est quelque chose que je dis parfois quand on s'apprête. Alors en Martinique, aux Antilles, on a ce qui s'appelle le macrélage, qui est en fait une façon de parler systématiquement de ce qui se passe chez les autres, du commérage. C'est un sport national, ça demande parfois d'apprendre en fait à se détacher de ça. Parce que moi je trouve que c'est pas du tout quelque chose de positif. En fait, on parle de quelqu'un qui n'est pas là souvent pour dire des choses qui ne sont pas du tout sympathiques. Ça montre aussi que soi-même, en fait, on est dans une insécurité puisqu'on est en train de juger quelqu'un sans en discuter avec. La première fois que j'ai réussi vraiment à me détacher de ça, c'est en lisant les 4 accords Toltec où ça m'a fait mais vraiment un choc.
Et j'étais incapable à partir de là de rentrer dans une conversation juste pour parler de quelqu'un qui n'était pas là. Et j'avais vraiment du mal et j'étais en train de me dire mais je peux pas, c'est pas possible. Donc du coup c'est vraiment une question que je me pose quand je suis dans ces situations-là et que je pense qu'on peut intégrer quand on a justement des doutes qui viennent nous assaillir et qu'on ne se sent pas à notre place et qu'on n'ose pas faire quelque chose parce qu'on a peur de ne pas y arriver ou de ne pas être légitime ou de se sentir un imposteur. C'est se poser, c'est utiliser en fait le filtre de Socrate. Alors je ne sais pas si vous connaissez Socrate, c'est le maître, c'est un philosophe grec antique. C'est mes vieux restes de philo, donc il m'en reste pas grand chose, mais les filtres de Socrate, c'est en fait se poser la question de si ce qu'on s'apprête à dire est vrai, si c'est utile et si c'est bon. Donc, donc on peut se poser par rapport à l'extérieur, mais on peut aussi se poser par rapport à soi. Parce que je considère que finalement, mon mental devrait être mon meilleur ami. En tout cas, je devrais être ma meilleure amie. Si je me parle pour me dire des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas gentilles, qui ne sont pas utiles, autant que j'arrête de me parler. Sincèrement. Tant que j'aille méditer et que j'arrête de discuter avec moi-même. Donc vous pouvez vous poser justement sur ces temps où vous réfléchissez sur vos insécurités, vos doutes, votre sentiment d'illégitimité, votre syndrome de l'imposteur, les critiques que vous pouvez vous faire. Est-ce qu'elles sont vraies? Si c'est vrai, c'est qu'il y a une action à entreprendre. Si vous vous sentez illégitime sur un sujet, peut-être qu'il faut vous former un peu plus dessus. Peut-être que vous devez interroger des personnes qui travaillent déjà sur le sujet et comprendre quelle est leur posture. Si c'est vrai, il y a un travail à faire de votre part. Si ce n'est pas vrai, ça n'a pas de raison d'être. Si ce n'est pas gentil, il n'y a aucune raison que vous pensiez des choses méchantes de vous. Vous ne laisseriez personne arriver dans la rue et vous dire une saleté, donc pourquoi vous laissez votre propre mental vous dire des saletés? Et ça, on n'en a pas conscience parce qu'on a tendance à rentrer complètement dans cette spirale négative, mais c'est pareil, c'est faire ces exercices de pleine conscience de ok, Judy, ma pensée négative est arrivée, bah ouais, mais c'est pas sympa, donc je vois pas pourquoi je vais me dire ça. Donc essayez de remplacer cette pensée par une pensée positive, par quelque chose dont on est fier, quelque chose dont on est content. Mais vraiment sortir de cette spirale du négatif. Et je sais qu'à certaines périodes du cycle, c'est très très difficile. Quand on est en période prémenstruelle, mais qu'est-ce que c'est facile de glisser dans rien ne va, je suis la personne la plus nulle du monde, je suis incapable, etc. La moindre petite chose peut nous faire douter. Donc, peut-être que parfois on n'y arrivera pas, et c'est pas grave. Mais c'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement, c'est de l'entraînement. C'est prendre conscience et se dire non, c'est pas cool. J'ai pas de raison de me parler comme ça, j'ai pas de raison d'être aussi méchante avec moi. Donc, je vais arrêter en fait. Je vais arrêter vraiment. Ça ne me sert pas. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est gentil? Est-ce que c'est utile? Si cette pensée n'a aucune utilité, c'est du divertissement négatif. Donc ça veut dire qu'en fait c'est en train de vous empêcher de faire un truc utile. C'est en train de vous empêcher de passer à l'action, une action qui peut avoir de l'effet pour vous, mais qui peut aussi avoir de l'effet pour d'autres personnes. Donc clairement, cette pensée est un obstacle que vous devez dépasser. C'est un défi que vous devez vous lancer. Donc si c'est pas utile, si c'est pas il y a vraiment un danger à faire ça, il n'y a pas de raison en fait que cette pensée soit là, et donc c'est un défi à dépasser. Donc moi je sais qu'au tout début, quand j'ai commencé mon activité, j'avais super peur de faire des lives. J'ai encore parfois ce petit moment de panique avant de lancer le live, mais je le fais quand même, parce qu'en fait c'était un défi au départ. La coach avec qui je travaillais m'a dit mais en fait voilà, la prochaine fois qu'on se voit, il faut que tu aies fait 2 lives. Et donc c'était un défi. Donc peut-être trouver des personnes qui vous lancent des défis, peut-être chercher soit des amis ou prenez-vous des personnes qui peuvent vous accompagner et qui vous lancent des défis.
Donc, si c'est pas utile, si cette pensée n'est pas utile, pour moi, c'est qu'elle vous empêche de faire quelque chose d'utile. Donc, réfléchissez aussi à l'impact de vos actions, l'impact des actions que vous souhaitez mettre en œuvre et que vous ne mettez pas en œuvre parce que vous êtes dans cette posture de l'imposteur ou de la personne illégitime. Pour moi, la légitimité, ça se construit par des actions, ça se construit parce qu'on ose mettre en place. Il n'y a que vous qui pouvez vous donner la légitimité ou de la reconnaissance parce que ça fait un certain temps que vous faites quelque chose et là ça viendra de l'extérieur, mais au début il n'y a que vous qui pouvez vous dire j'y vais. Si vous vous sentez un imposteur, pour moi c'est qu'il y a un travail à faire. Si réellement vous ne vous sentez pas à l'aise sur certains sujets, soit le sujet n'est pas pour vous et c'est possible, questionnez-vous. Est-ce que vraiment c'est de ce dont je veux parler? Est-ce que c'est exactement la façon dont je veux en parler? Parfois c'est ça, parfois le syndrome de l'imposteur en fait vient nous demander de nous positionner plus clairement. Donc parfois c'est juste ça. Parfois c'est vous dites un truc mais vous dites pas le fond de votre pensée. Donc vous avez cette sensation d'être un peu à côté. Donc interrogez-vous. Ce sentiment d'imposteur, ça peut être aussi parfois parce qu'on n'a pas assez creusé son sujet. Et du coup, ça peut aussi être un appel à vous former. Mais il faut faire attention parce que on a tendance en tant que femme à se sentir tellement illégitime, tellement jamais sûre de ce qu'on fait, qu'en fait on a tendance à être tout le temps en formation et jamais dans l'action. Donc sincèrement, il y a un moment aussi où il faut mettre les choses en œuvre et pas juste tout le temps se dire je vais faire encore cette formation et je vais encore faire un petit truc en plus et puis une fois que j'aurai fait ça, ça ira mieux, je serai plus sûre de moi. Non, parfois, il faut juste passer à l'action, tester, proposer des choses autour de vous. Si vous sentez l'envie d'agir, allez voir dans une association qui parle d'un sujet qui vous intéresse et voyez comment vous pouvez les aider. Si vous avez envie que ça soit votre travail, proposez des choses. Peut-être que votre idée en tant que telle ne sera pas prise, mais finalement, si c'est pas pris, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme ou mort de femme pour le coup. Donc proposez des choses, regardez comment les gens réagissent, regardez comment vous pouvez réussir à mettre en place vos idées, même si au début l'idée, même si vous avez une très grosse idée qu'au début c'est juste une petite étape qui vous permet d'arriver à cette grande idée à la fin, déjà commencez par agir, commencez par trouver un espace d'action. Plus vous serez dans l'action, moins vous allez vous poser de questions. Et puis surtout, ça va construire votre légitimité et votre sentiment de confiance parce que vous aurez fait des choses et que vous pourrez, dans les moments de doute, vous rappeler que vous avez fait des choses. Donc vraiment, n'ayez pas peur d'échouer aussi. Je pense qu'on est tous élevés avec cette idée que l'échec c'est terrible. On commence un peu à déconstruire ça, heureusement, mais l'échec c'est quotidien. On échoue en permanence. On échoue et puis en fait du coup on apprend de nos échecs ou on se réoriente. Il y a vraiment rien de grave à échouer. Un échec c'est un apprentissage et je pense qu'on gagnerait à comprendre que c'est important d'échouer, alors je ne sais plus qui dit ça, échouer vite, échouer souvent, mais vraiment l'échec apporte des apprentissages. L'échec apprend à rebondir. En plus, l'être humain est résilient. C'est une qualité magnifique chez nous. On est résilient. On a la capacité de rebondir. Si on se donne la possibilité d'échouer, en fait, on va trouver des solutions alternatives. Et donc, on va pouvoir partir sur autre chose. Et on aura gagné l'expérience de l'échec, entre guillemets, qui va venir construire la suite. On ne repart pas de zéro. On a eu une expérience qui va nous aider. Donc vraiment, pour moi, ce sentiment qu'on peut avoir d'illégitimité, ce syndrome de l'imposteur qui est une épidémie chez les femmes en particulier, c'est quelque chose qu'on doit vraiment regarder en face.
parce que c'est quelque chose qui nous retient dans la peur d'agir, et qui fait qu'il n'y a pas plus de femmes présentes dans plein de secteurs qui ont besoin de féminisation, parce qu'ils ont besoin en fait de notre regard, de notre vision, de notre façon de faire. Et je ne généralise pas en disant que les femmes sont particulièrement d'une façon ou d'une autre, mais il y a en tout cas une énergie féminine qui est présente aussi chez les hommes. Et en fait, si nous, on ne s'autorise pas à aller chercher dans cette énergie féminine qui vient équilibrer l'énorme quantité de masculin qu'il y a eu ces derniers millénaires, qui a pu mettre en place tous les systèmes dans lesquels on vit, le problème, c'est que nous, on n'y va pas, mais les hommes non plus ne s'autorisent pas à y aller. Et donc, on continue dans ce système qui, aujourd'hui, est un système quand même qui est sur la fin, et qui demande vraiment à être changé. Personnellement, je sais que je suis thérapeute ayurvédique, j'accompagne des personnes, des femmes notamment. D'ailleurs, maintenant, quasiment que des femmes. Ça fait très longtemps que je n'ai pas suivi d'hommes. Et en même temps, c'est normal pour moi, parce que c'est aussi ma volonté, finalement, de venir soutenir cette énergie féminine, ce développement des femmes, ce retour à une puissance féminine à la fois personnelle, mais aussi public, parce que pour moi, en fait, les femmes ont à créer des entreprises, ont à prendre leur place sur la scène publique, ont à prendre des décisions dans leur entreprise, elles ont à militer, à s'engager, et elles n'ont pas à rester juste dans leur famille. Si c'est leur souhait, tant mieux, mais celles qui ont envie de prendre position doivent aussi pouvoir le faire. Et je pense que ce doute qu'ont les femmes, et qui s'est installé comme quelque chose qui serait presque une qualité féminine que d'être toujours insécure et de ne pas avoir confiance en soi, en fait, c'est quelque chose qui nous empêche d'agir, et c'est quelque chose qui a complètement été construit par une société où les hommes ont pu prendre finalement toute la place, parce que nous, étant dans le doute, c'est difficile de se positionner, parce qu'on va être critiqué, parce qu'on va être jugé. On a besoin en fait de dépasser ces peurs, parce que même s'il y a critique et jugement, ce qui est important, c'est de regarder pourquoi on agit. Je vous le dis, hein, si la critique elle n'est pas utile, n'en faites pas plus de cas. C'est Brené Brown qui cite Roosevelt en disant que clairement elle ne s'intéresse pas aux personnes qui la critiquent si ces personnes ne sont pas elles-mêmes dans l'arène, si elles-mêmes ne sont pas en train d'agir, que ces critiques n'ont aucune valeur à ses yeux. Et c'est pas quelque chose forcément d'inné, mais on peut décider à un moment que les critiques qu'on reçoit n'ont aucun intérêt pour nous. Elles peuvent même être finalement un carburant à l'action. Parce que si on reçoit des critiques, c'est qu'on dérange, et si on dérange, c'est que peut-être qu'on est allé toucher quelque chose de sensible, et qu'il faut qu'on continue, parce que c'est comme ça en fait qu'on va faire bouger les choses. Je sais que j'avais autre chose que je voulais dire, je ne sais plus trop quoi. Mais vraiment, je pense que pour nous, les femmes, aujourd'hui, c'est hyper important de s'adresser à ce critique intérieur, et de faire un travail pour l'apaiser. Comprendre que ces insécurités, ces peurs, ces doutes que l'on a toutes, sont particulièrement présentes, tout était au féminin, présentes pour nous femmes, parce qu'on nous a aussi éduqués de cette façon-là. Mais que cette éducation ne nous permet pas de prendre notre place et d'agir dans la société. Et d'agir aussi chacune, je pense qu'on a toutes des envies, des idées. Moi je parle de vision, parce que pour moi c'est assez clair que en tant que femme, j'ai une vision de la société qui n'est pas la société dans laquelle je vis aujourd'hui, même si je vois des choses, même si je vois quelques actions qui correspondent justement, et que j'aimerais voir grandir encore plus. Mais en fait, aujourd'hui, je sais que je ne suis pas dans la société dans laquelle j'ai envie de vivre. Et du coup, ça veut dire que
j'ai une vision à porter et que cette vision doit être soutenue par des actions. Hello ma belle, ça va Samy? Donc vraiment, pour moi, aujourd'hui, en tant que femme, on a cette nécessité de déconstruire ces croyances qu'on est moins forte, moins intelligente, qu'on n'a pas de légitimité. Euh, Vraiment, je crois que les critiques qu'on peut avoir à l'extérieur, ce sont souvent des personnes qui elles-mêmes sont en insécurité et que c'est donc important de ne pas intégrer les insécurités des autres et de ne pas en faire les nôtres. Et les insécurités qu'on a à l'intérieur, très souvent, ne sont pas des insécurités du présent, mais ce sont des choses du passé qu'on a intégrées et donc ça se déconstruit. Et ça se déconstruit en étant vigilante, en étant vraiment consciente quand elles arrivent. Ça ne sert à rien de les ignorer, ça va revenir. En prenant le temps de filtrer, en prenant le temps aussi de créer des habitudes positives. Et je crois aussi que cette insécurité qu'on peut ressentir, cette tendance à se critiquer, à douter, c'est aussi très lié au fait qu'on ne soit pas toujours sûr de notre corps. On est dans une société qui depuis le 19e siècle est très médicalisée, parle beaucoup de science. Je ne dis pas que le progrès scientifique c'est mauvais, au contraire, je pense qu'il y a eu de très bonnes choses, mais toujours est-il que on a perdu cette connexion à la nature, à notre corps, cette compréhension aussi de nous, et que du coup, ce qui se passe en nous, on ne le comprend pas, donc on attend que ce soit quelqu'un d'autre qui nous l'explique, et ça marche pareil en fait, quand on a un doute sur quelque chose, sur une action, on attend que ça soit l'autre qui valide le fait qu'on puisse y aller. Donc moi je vous invite vraiment à apprendre à vous connaître, faire connaissance avec vous, savoir comment vous fonctionnez, quels sont les mécanismes que vous mettez aussi en place quand vous êtes dans cette situation d'insécurité, parce que c'est aussi comme ça que vous pourrez dépasser les choses, avoir confiance en vous, vous sentir plus dans votre puissance personnelle, et que vous pourrez du coup agir vers l'extérieur. Il n'y a pas... Il n'y a pas de recette miracle, c'est du travail, c'est de la discipline et c'est de la prise de conscience pour qu'on puisse progressivement se détacher de ces doutes, de ces peurs, de ces questionnements et qu'on puisse passer à l'action. Euh, cette sensation d'illégitimité, ce syndrome de l'imposteur, il bénéficie aux personnes qui sont en place et qui ont le pouvoir. Plus vous douterez de vous, moins vous serez capable de mettre en place des actions positives, moins vous serez capable de travailler pour la société que vous voulez voir. Donc, ayez aussi conscience de ça, que vous vous retenez de changer le monde et qu'en fait le monde a besoin de vous. Il a besoin de vous, il a besoin que vous vous exprimiez, il a besoin que vous agissiez et il a besoin que vous montriez aussi l'exemple d'une certaine façon. Et je sais que ça peut créer un peu une sensation d'hyper-responsabilité, mais je crois surtout qu'en fait, en montrant l'exemple, on autorise les personnes à côté de nous à agir aussi de façon plus courageuse. Et donc du coup, parfois, nos petites actions personnelles peuvent avoir beaucoup d'impact. Donc, je vous invite à vous lancer des défis, je vous invite à arrêter aussi votre critique, à lui trouver votre critique ou vos critiques, trouvez-leur des petits noms, donnez-leur des noms rigolos peut-être aussi, comme ça ce sera peut-être plus facile, elles seront moins intimidantes ces peurs. Ne les laissez pas en tout cas vous manger le cerveau et vous empêcher d'agir, ne les laissez pas être des barrières, parce qu'on a besoin de tout le monde, on a besoin de toutes les bonnes actions, de toutes les bonnes volontés, on a besoin de faire corps en fait pour que ce monde puisse changer, qu'on puisse avoir une société qui corresponde aussi à nos valeurs. Je vais vous laisser, je ne sais pas depuis combien de temps je suis... 40 minutes quand même. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je parle beaucoup, je suis bavarde. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Ceux et celles qui prendront le replay, n'hésitez pas à m'écrire, à me faire un MP si vous voulez. Si vous voulez réagir. Et puis je mettrai la vidéo sur ma chaîne YouTube pour qu'elle puisse durer plus longtemps que les 24 heures du replay. Je vous souhaite une très belle fin de journée.
et je vous embrasse. Bye.